Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs, je suis Radros et aujourd'hui je suis en compagnie de Panda Warrior. Salut Alexis. Salut Eradros et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on a eu une FAQ et un errata de février qu'on attendait tous maintenant depuis quelques semaines. On est le 19 février 2026 et on a eu quand même quelques petites nouveautés. On va commencer tout de suite avec les armées, le livre des armées du Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu peux nous parler du gros changement qui est survenu donc sur cette première page de la fac, Alexis? Ouais, donc la première modification, elle s'applique à la Légion légendaire des Aigles, donc celle qui est menée par Gwaihir. Et en résumé, ce qui va changer, c'est que lors du cri, donc une fois par partie, vous aurez la capacité spéciale avec Gwaihir de faire un cri perçant qui va à l'origine immobiliser tout le monde et les empêcher de se déplacer. Et ici, le changement, c'est que le cri ne va pas s'appliquer à la fin, mais qu'au début, hein, c'est ça? Non, c'est l'inverse. Le cri ne va s'appliquer qu'à la fin du mouvement de Gwaihir et pas au début. Comme un Et c'est standfast intéressant en de se fait demander, finalement. ouais, ouais, exactement. Et c'est intéressant de se demander, est-ce que c'est un changement qui impacte beaucoup, à quel moment est utilisé. Je pense que si techniquement on utilisait le cri pour rester au même endroit, ça ne change pas grand-chose. Mais Ouais. si on utilisait le cri pour désengager, ben là le cri aura plus d'effet puisqu'il y aura plus de figurines affectées après le mouvement de Gwaihir. Après, je pense que Qu'est-ce que vraiment, tu en ouais, penses? à la limite, le moment où ça s'active, que ce soit au début ou à la fin, c'est vrai que ça a probablement impacté, mais ici maintenant, tu peux quand même t'activer, je pense, et bouger, même si tu es dans les 6 pouces, c'est pas ça? Ah non, là, c'est. Ouais, attends, là, j'ai confondu, là on est sur le Q&A. Donc là, c'était pour clarifier par rapport à l'activation. Ouais, je t'avoue que pour moi, je sais pas si ça change tant que ça. La game, je pense que ce qui change beaucoup plus, c'est la modification de la règle, quoi. Ouais, le suivant. Mais, Mhm. ouais, le suivant est beaucoup plus impactant. Mais déjà, celui-là limite les plays quand on. Enfin, tu peux plus fixe l'armée adverse et. Imaginons sur un scénario où tu veux t'enfuir et Gwaihir a la relique. Maintenant, si tu cries et que tu fuis, ça ne s'applique pas, quoi. Voilà. Mais Mais effectivement, le changement suivant, oui. donc, du coup, pour toi, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant que ça soit au moment où il se pose et qu'il arrête son mouvement que les figurines à 6 pouces, du coup, puissent pas bouger. Ah, euh, ouais, je pense. Oui, oui, oui. Enfin, c'est un nerf, quoi. Je pense que Ouais, c'est un nerf. ok. Parce qu'en. Ouais, ouais, je pense que c'est un nerf. Peut-être un petit nerf parce que ça dépend des situations. Et il y a des situations où ça change pas grand-chose. Mais déjà, ça, c'est un petit nerf sur les possibilités de, 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 de laisser une partie de l'armée adverse dans le vent, quoi. Si admettons, Gwaihir est au milieu de ton armée, fait le cri, et puis va sur un côté, et ben avant, il loquait tous les mecs au milieu, et il allait souiller admettons, ton flanc droit. Ben maintenant, vu que ça affecte plus ton milieu, tu ramènes tout ton milieu, et finalement, tu perds un peu cet effet de laisser l'armée adverse complètement dans le vent, quoi. Ouais, clairement. Ça fait que, du coup, tes poursuivants peuvent quand même te suivre, quoi. Donc, c'est vrai que ça perd un peu de l'intérêt. Je te propose de passer à la suite. Donc en fait là il y a Yes. des petites réponses par rapport au fait dans Royaume des Hommes de quel est le tir héroïque en fait des autres héros dans l'armée. En fait concrètement c'est indiqué que Ouais. qu'ils sont héros communs Euh, sauf les je, vétérans qui sont mineurs. je peux ouvrir vite fait, et je pense que ça change pour une paire de héros, notamment celui du Rohan qui a un arc. Il me semble qu'il est mineur de base, et ça le fait passer en fortitude. C'est bien possible. Ouais. Le veneur du roi, non, c'est pas ça. Ouais, ouais, le grand veneur, comme aime le dire souvent Louis Vanek. Mais oui, le King's Huntsman pour nous autres anglophones.
Mais oui, il est mineur. Et bon, c'est pas une figue dingue, mais c'est sympa de pouvoir amener 12 mecs si t'as envie de le jouer. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas, je pense pas que ça affecte beaucoup d'autres figurines. Euh, Il y a Dale, en Arnor, c'est des capitaines. En Ouais, Gondor, il y c'est a du le mec commun. avec l'arme à deux mains. Ouais, c'est que lui qui est affecté, je crois. Il y a Yes. 0 valeur, ni rien. Ouais, donc voilà, c'était une clarification. L'autre clarification, c'est par rapport au Taskmaster. Donc il y avait eu quand même pas mal de débats sur est-ce que quand tu as trois Taskmasters, si tu fais un élan avec un héros, est-ce que tu lances 3 fois le dé pour savoir si tu gardes ton might? Ben là, il clarifie en disant non, tu as beau avoir trois Taskmasters, c'est une seule fois tu peux tenter de récupérer ton might. Donc au moins c'est clair, ça a été c'est fac maintenant. Ensuite on avait par rapport à savoir comment Grimard rentre dans les Maelstrom par exemple ou sur les scénarios où techniquement tu commences à un bord de table, et ben en fait tout simplement il commence sur le bord de table du côté de comment dire, là où la Warband rentre dans le Maelstrom, et ben en fait il rentre une fois que toute la Warband est rentrée, et voilà. Donc ça c'est clarifié. Alors maintenant on rentre dans le dur. Le cri des aigles. Ça fait mal quand même comme nerf pour la petite raie qui était... On en avait parlé la première vidéo qu'on avait fait, hein. C'était quand même assez fort. Trop fort peut-être même ce cri perçant. Qu'est-ce que tu penses de ce nerf du coup? Je pense que c'est un nerf mérité, hein. Je sais qu'à petit format, les aigles sont vraiment des terreurs par le fait qu'ils ont en théorie deux tours où ils décident de tout, le tour de la charge et le tour du cri. Et là, je pense que c'est bien de remettre un peu d'agency dans les mains du joueur adverse qui est opposé aux aigles. Alors on peut se dire, ah oui, c'est bien, enfin, il faut quand même prendre en compte que les aigles sont des monstres, et donc en fait, si tu charges pas et que tu viens supporter, ben, potentiellement tu leur donnes des kills en plus. Mais je pense que ce qui change vraiment, c'est la capacité d'assassinat des aigles, dans le sens où si tu faisais charge et puis tu faisais cri, ben tu pouvais vraiment aller chercher un perso en tuant deux lignes de mecs. Et là, en fait, eh bien, si tu le cliques pas le tour où tu fais cri, bah, il peut clairement s'enfuir des 6, quoi. Parce qu'il peut bouger normalement. Donc ça, c'est très plaisant comme nerf, je pense. Ouais, c'est clair que ça change un peu tout le principe et tout l'impact de la règle qui était qu'avant tu bougeais plus, bah maintenant c'est juste une charge plus. Donc, euh, donc ouais, enfin, c'est clairement quand même un gros nerf, comme tu disais, mérité. Voilà, je pense pas qu'il y a plus à dire sur celui-là. Donc concrètement, on ne peut plus Ouais, bouger dans les 6 ouais. pouces. Enfin, on peut bouger dans les 6 pouces, mais on ne peut juste plus charger. Donc la règle a quand même fortement changé. Ensuite, on a Shelob. Bon, bah, Shelob, elle se prend une balle, hein. C'est gratuit, elle passe à un soc de 80 au lieu de 60. Bon, voilà. Pas d'autres changements. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un nerf? Je pense que oui. Oui, clairement, hein, les bases augmentées sont plus faibles. Hein. Yes. Elles sont clairement plus faibles. Et ensuite, par Bah, contre, c'est ouais, triste, c'est dis-moi. triste. C'est triste qu'ils aient pas profité d'avoir une ligne ouverte pour Shellop pour changer quelque chose, tu vois. Non, clairement. Il C'est y a déjà la page, il y a déjà Shelob. Il pourrait juste rajouter une ligne, je sais pas moi, une deuxième attaque ou un truc comme ça, tu vois. ben ouais. Je sais pas. Le souci, c'est que si tu lui donnes une deuxième attaque, en fait, je comprends hein, la logique, hein. C'est que si jamais elle a une deuxième attaque de base, quand elle combat des elfes, enfin des créatures du bien, elle passe à 3 attaques et en charge, elle passe à 4 attaques. Donc Ouais, comprends, ouais, je comprends la logique, hein, ce mais serait, ce serait dangereux qu'il y ait un monstre à 4 attaques. Hein. C'est vrai que bah, pour 100 points surtout. c'est très rare. Pour 100 Ouais, points. ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais en vrai, ce serait ok parce qu'elle a pas de might. Ça en ferait une bonne figue. Ouais. Mais l'absence de might fait que ce serait ok.
Mais bon, voilà. Hop. Dommage, mais voilà, on verra, hein. Après, pour 100 points, en bien versus mal, ça peut toujours être rigolo à jouer, hein, on va pas se mentir, ça Oui, peut oui, être oui, fun, oui, quoi. ouais. Tu souffres vraiment de l'aléatoire Mhm, du peu de dés, hein. c'est ça. Voilà, c'est vraiment, ouais. Toujours dans les nerfs, on a Grima, du coup, qui a deux modifications de paragraphe. La première modification, ça concerne, je pense, le fait qu'il pouvait traverser ses adversaires et que ses adversaires ne pouvaient pas le traverser, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. C'est effectivement ça. Son modèle n'était pas du tout traversable. Et ça posait problème notamment quand ben, les figurines avaient des grosses bases, par exemple le Balrog ou un dragon. Eh bien, Grima vraiment était un vrai problème s'il était entre deux décors. Moi, j'ai personnellement déjà mis Grima entre deux décors et bloqué des figurines adverses comme ça. Donc oui, ça c'est vraiment un changement appréciable. Ce qui est logique, hein, vu qu'il peut traverser les unités ennemies, bah, c'est normal qu'il puisse être traversé et ne compte pas en fait. C'est un peu comme s'il n'était pas sur la table finalement. Donc, Oui, 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 oui. C'est une interaction frustrante de ne pas pouvoir engager un modèle clairement. qui est sur table. Voilà, donc voilà, c'est bien d'avoir des règles qui limitent les moments de frustration où tu es vraiment là, ah mais en fait je peux rien faire. Bah là on supprime un moment, je peux rien faire du jeu et ça c'est toujours positif. Yes. Ensuite, le deuxième point, c'est concernant la manière dont il est révélé. Donc, lorsque Saruman subit une blessure, si Grima charge, ou alors s'il détruit un engin de siège, ou alors s'il interagit avec un objectif. Donc, typiquement, une réserve, si jamais il détruit une réserve, à ce moment-là, il serait révélé. Également, un autre nerf, c'est le fait qu'on ne peut pas le choisir comme héros qu'on souhaite protéger, par exemple dans Brouillard de guerre ou Assassinat. Bah ça, je trouve ça bien parce que c'était un peu de l'anti-jeu quand même, hein, d'une certaine manière. Oui, oui, c'était clairement compliqué. Après, techniquement, tu peux toujours, avant tu pouvais toujours le révéler en tuant Saruman. Maintenant, tu peux le révéler en blessant. Je pense que Saruman a la défense dans cette version. Donc il faut savoir que c'est assez facile entre guillemets, facile de blesser Saruman, mais très difficile de le tuer, hein. Il a 3 destins, la défense. Clairement. Et donc ça, c'est quand même un nerf important de pouvoir mettre un PV à Saruman et direct tuer Grima. Sinon, pour les armes de siège, les objectifs et tout, je crois que c'était déjà le cas. En tout cas, quand il détruisait, il révélait ça, oui. Alors, il y a un point intéressant que j'ai vu passer sur le fait que maintenant, le compel, enfin, c'est plus discutable, le compel révèle Grima parce qu'il charge. On le fait charger avec un compel, et là, il est écrit quand Grima charge, il est révélé. Donc maintenant, je dirais que au niveau de la vision autour du compel, et donc par exemple Galadriel peut révéler Grima en le faisant charger au premier tour s'il est caché avec les elfes, quoi. Ouais, ou typiquement, un ressorcier, au lieu de tenter un trait des ténèbres sur 5+, bah, tu fais un compel sur 3+, et voilà, quoi. Le problème est réglé beaucoup plus facilement avec moins de will à dépenser, quoi. Ouais, ouais, voilà, tout à fait. Ouais, exactement. Euh, Toujours dans White Hand, on a du coup l'éclair qui, voilà, ça va être un sujet de discussion, mais qui subit un nerf. Peut-être pas suffisant. Tu sais nous en parler un peu? Oui, donc le nerf, c'est que Grima va compter comme une figurine pour les 12 pouces de l'éclair. Et donc l'éclair, normalement, tu le fais à plus de 12 d'une figurine alliée, mais là, tu devras faire à plus de 12 d'une figurine alliée et Grima. Et le nerf, ça va être dans le fait que Grima et l'éclair bénéficient très fort de s'appliquer dès le début de la partie au T1. Et que Grima veut être près du maximum de héros qui ont par exemple la marche ou qui peuvent faire des actions héroïques. Et là, et on a envie de faire l'éclair aussi dans le maximum de FIC. Et là, on va pas pouvoir faire les deux. Il va falloir soit avoir Grima qui affecte
moins de héros, ou soit l'éclair qui va affecter moins de figues. Et donc là, clairement, on ne pourra plus avoir le maximum des deux capacités, c'est-à-dire emmerder l'adversaire avec Grima et faire le meilleur éclair possible, quoi. Bah, ça, en fait, c'était un peu je trouve le point le plus frustrant, peut-être pas le plus fort, mais en tout cas frustrant, c'était que on t'avait Grima qui était en plein milieu du jeu de ki, et en fait, l'adversaire faisait le Palantir T1, et du coup, t'avais soit le choix de faire un élan qui allait te coûter 2 points de might pour te splitter, soit tu subissais la foudre de plein fouet sur ta troupe, quoi. Donc au moins comme ça te coûte pas deux might si jamais il veut utiliser son palantir pour te faire tomber la foudre. Bon bah tu peux faire un élan pour essayer de te splitter rapidement pour ce que ça vaut, mais ça c'était un peu le côté le sale combo. Le petit palantir, Grima, et soit tu payes deux, soit tu te prends la foudre, c'était un peu frustrant quand même. Donc ça, je trouve que c'est quand même Ouais, pas mal. Après, ça plus tout le reste, c'est vrai que Grima, c'est quand même Grima en fait qui est nerfé plus que White End au final. Mais ouais. c'est léger, je trouve, comme nerf pour l'éclair, mais ça a le mérite d'exister, quoi. Donc voilà. Mais oui, c'est un peu dommage que ça s'applique qu'à Grima, parce que en fait Grima est une option. Et donc enfin, on imagine qu'on débriefera tout à l'heure à la fin, mais voilà, le choix va pas être de jouer White ou pas, mais plutôt d'inclure Grima ou pas, quoi. Oui, tout à fait. Et enfin, là, on va voir le dernier nerf, enfin, le dernier point, parce que c'est que des nerfs, enfin, finalement, il n'y a pas eu de up, de cette fac pour les armées du Seigneur des Anneaux, c'est concernant l'armée du Balrog, Depths of Moria. Donc ça, c'est le méga nerf. Alors, l'armée du Balrog, c'était quand même une armée qui avait bénéficié de beaucoup de bonus. Déjà, elle n'avait pas eu de taxe en points sur ses guerriers. Le Balrog avait été buff avec les 8 pouces de déplacement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le drum qui était sur toute la table sans devoir payer les 75 points pour l'avoir, pour avoir la figurine. Courage plus 1, malus de moins 1 pour les adversaires, bannière sur toute la table, donc tous ces bonus étaient sur toute la table. Donc c'était vraiment une armée qui a quand même énormément de bonus, un très bon héros. Et là, la règle justement du drum change. Elle n'est plus permanente, donc cet effet de plus 1, moins 1 en courage sur toute la table et de bannière sur toute la table ne fonctionne plus durant toute la partie, mais à un seul moment dans la game, un seul tour, ces effets seront applicables. Donc ça, c'est quand même vraiment un très 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 gros nerf. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexis? Mais oui, clairement, mais je pense que il faut vraiment pas sous-estimer l'effet de la bannière sur toute la table. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le Balrog a toujours accès à la bannière sous le biais de la bannière des Black Drums, enfin comment ils s'appellent? Les gobelins avec Ouais, c'est les Black Shield les Black Shield, ouais, voilà, ouais. Legacy, ouais. Mais c'est une bannière à 24, si je me trompe pas. Ouais, 12 de range. 18, ou 18 de range, je sais plus. Je crois que c'est peut-être 18 de range le Euh, tambour. 18 ou 24, quelque chose comme ça. Ouais. Pas 12 en tout cas. Non, en tout cas, c'était pas toute la Voilà. table, de toute façon. Mais ouais. Oui, clairement. C'est un énorme nerf, hein, parce que tous les scénarios où tu es séparé, eh bien, les gobelins vont extrêmement souffrir dans les combats. Et ça veut dire qu'il va falloir aussi jouer en phalange, puisqu'on peut prendre moins de 1v1 et donc prendre des lances qui n'ont pas de défense 5 et qui peuvent pas shield. Et ça veut dire aussi que si un gobelin est en combat avec le Balrog, ben, on ajoutera qu'un dé et pas 2 dés. Voilà, tout ça s'ajoute pour en faire un très gros nerf. Et si on choisit l'option de prendre les gobelins spéciaux, eh bien il faut en prendre, c'était quoi, 75 points, donc c'est une dizaine de gobelins en moins, puis le drum peut se passer que à ceux-là, donc il faut en prendre quelques-uns en plus, à 8 points. Et le dernier problème, c'est que ça donne une cible à l'adversaire. C'était une liste avant qui avait pas de points faibles. Enfin, si tu savais pas gérer le Balrog, il n'y a pas d'endroit où la liste où appliquer la pression, parce qu'en fait, le Balrog est du gobelin. Et donc, il n'y a rien qui retire vraiment beaucoup de puissance à la liste. Et maintenant, si tu payes un drum en plus de perdre 10 figues,
Et ben là, tu donnes vraiment une cible à tous les héros adverses, à Gwaihir, à Legolas, parce que ça vaudra le coup d'aller chercher ton drum et de le retirer, quoi. Donc voilà. Bah, la liste est toujours jouable, hein, de par le profil du Balrog, mais elle est vraiment, vraiment descendue très fort, hein, dans le top des listes. Ouais, clairement. Pour moi, c'est juste qu'elle était la règle des drums était beaucoup trop forte. C'était anormal en fait de ne pas payer la taxe de 75 points en plus de tous les autres bonus et d'avoir ça sur toute la table en plus. Donc ça me semble pas anormal, surtout quand tu regardais le nombre de podiums en Angleterre. Mais quand tu voyais le nombre de podiums que Balrog faisait, c'était plus d'une cinquantaine et le top 2, il était qu'à une vingtaine. Donc en soi, ça ne veut pas dire que l'armée est meilleure que Whitehead ou ce genre de choses, mais en tout cas, c'était un outil qui était beaucoup trop fort et ça rendait beaucoup de games en no match. Donc voilà. Donc au final, moi je suis quand même content parce que je trouve que c'était vraiment une aberration en fait, ce drum sur toute la table. Donc C'était pas une armée plaisante à affronter, puisque souvent, la solution contre cette armée était de jouer plus lentement. Et on est quand même dans un jeu où on veut se faire plaisir et on n'a pas envie que la meilleure stratégie à appliquer à l'adversaire en face est de slow play, quoi. Voilà, il y avait peu de manières, si tu savais pas tuer le Balrog, il y a vraiment peu de manières de gagner la game en jouant en jouant rapidement, puisque en fait le Balrog te tuait tout avec les gobelins. Donc voilà, donc ici en fait tu vas pouvoir, sans le drum, tu vas pouvoir aller viser les 25%, tu vas pouvoir zoner les gobelins des objectifs, etc. Donc ça va vraiment être des parties moins frustrantes. Voilà. Mais donc je suis assez content, je te rejoins là-dessus que cette liste-ci a été changée, ainsi que les aigles, parce que c'était deux armées qui étaient frustrantes à affronter et qui le seront beaucoup moins. ouais, tout à fait. Donc du coup, un peu déçu qu'il y ait rien sur White End. Au niveau peut-être des Crébins, tu vois, où on aurait pu attendre quelque chose, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, Ouais, pour ce ouais, qui a été proposé, moi je suis quand même content. Et on verra la suite aussi, où il y a eu des trucs qui sont bien, je trouve, pour l'équilibrage en tout cas. On passe à la suite. ouais, allons-y. Ouais, donc l'armée du Hobbit, il n'y a pas grand-chose, hein. L'armée de Tror. Donc l'armée de Tror, moi j'en avais déjà parlé lorsqu'on avait fait la review des armées du Hobbit. Vraiment très grosse frustration, cette règle des 33% d'armes de jet, notamment pour le Rohan et pour l'armée de Tror, parce que l'armée de Tror c'est quand même une armée qui se base sur deux unités de guerriers, les Grimhammer et les guerriers d'Erebor. Les Grimhammer ont automatiquement des armes de jet, ce qui fait que tu ne peux en avoir que 33%. Alors qu'en fait, t'es habitué à en jouer beaucoup devant, en général la moitié de ton armée et le reste en lancier derrière. Sauf quand tu veux jouer peut-être une horde à quelques guerriers, mais bref, tu veux jouer des Grimhammer. C'est une armée c'est des figurines qui sont très 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 belles. Donc voilà, donc ça je suis quand même assez content que l'armée de Thor va prendre un up par rapport à ça en augmentant du coup le nombre d'armes de jet de 50%, ce qui veut dire qu'on peut avoir maintenant 50% de Grimhammer. Donc ça, plutôt content. Voilà. Ça va pas rendre l'armée top méta, hein, ça la rend pas incroyable, mais par contre ça la rend déjà plus jouable dans des tournois quand on a envie de se marrer et en même temps envoyer des haches de jet dans la tête de l'adversaire. Ouais, ouais, clairement, hein, on passe de genre, je pense, de 11-12 Grimhammer à 18 à 700 points sur une liste classique. Ce qui est surtout cool en fait, c'est que aussi les Grimhammer qu'on rajoute, c'est souvent des Guardians of Kings, qui sont la seule force 4 de l'armée en dehors des héros. Et donc en fait, c'est euh, c'est vraiment un gros buff, hein, parce que c'était vraiment l'unité qui portait la liste. Surtout que les nains de Erebor ont vu leur prix augmenter de 1 point pour aucune raison. Et donc là, voilà, on gagne, en fait, on gagne des points en prenant des Grimhammer, des Guardian of King, parce que ça nous permet de prendre moins de nains à 10 points, quoi. Ouais, Donc exactement. on peut clairement voir l'armée retourner et se débrouiller vraiment tranquillement au milieu de tableau contre d'autres armées, quoi. Tout ça pour dire aussi que le Rohan n'a pas bénéficié de ce genre de règles, donc eux, leur lance, c'est toujours Ouais, compliqué. Mais bon, voilà. On passe en au... vrai,
Ils Ils l'ont l'ont pas mérité, tu vois. pas Ils l'ont pas Je mérité. te dis, ils le méritent pas, Laurent. Non, t'as raison. Bah après, ils ont des armées jouables, hein, donc c'est pas non plus. C'est vrai que l'armée de Tror, elle était plus du tout jouée. Ouais, Les armées de la Terre du Milieu, du coup, on a une réponse à une question, c'est concernant l'armée du Grand Œil, où en fait tu jouais avec un token de l'œil, sauf qu'il y a certains scénarios, typiquement les Maelstrom ou sur Reconnoître, donc quand tu commences à ton bord de table, où bah, on savait pas trop où on posait l'œil en fait quand tu débutais. Et en fait, ça a été établi que tu poses ton œil sur le bord le bord de table que, allez, que tu choisis comme si c'était un engin de siège en fait. Donc je trouve que ça c'est un bon ruling parce que du coup on ne crée pas une exception à une règle, c'est la même chose que pour les engins de siège. Donc voilà, au moins on est fixé sur la manière dont on doit le jouer. L'œil on le posera sur un bord de table et voilà, et on l'avancera comme ça. Donc voilà. moi je trouve que c'est quand même frustrant dans le sens où en fait, bah, ça va pas, genre, ouais, c'est compliqué quoi, parce qu'il bouge de 6, hein, c'est ça? Ouais, exact. Et tous les 6 tours, ton adversaire le bouge de 12. Enfin, sur un 1, ton adversaire le bouge de 12. Donc, ouais, il est pas hyper rapide quoi. Non, non, Enfin, clairement. en Malestrom, moi je trouve en Malestrom c'est frustrant que ce soit comme ça parce qu'en fait ça veut dire que l'œil va peut-être potentiellement être nulle part toute la game. Oh. Idem pour Reconnoître, ça va un peu mieux parce que ça va parce que ça avance entre guillemets dans le même sens que l'armée, mais Malestrom, je sais pas. Mais pour avoir joué pas mal l'armée, honnêtement, de toute façon, faut voir l'œil comme un plus, mais il faut pas y compter dessus. Donc en soi, je trouve que ce ruling-là, il permet de pas le rendre. Parce que tu vois, ça aurait été incohérent de pouvoir dire, ok, je le pose 24 pouces d'un bord de table. Ici, au moins, Bah, je t'es sais pas. fixé. Bah, ouais. Mais Je t'avoue que j'aurais pu le poser n'importe où sous la table, ça m'aurait pas choqué, tu vois. C'est pas comme s'il faisait des dégâts ou quoi, tu vois. non, non, clairement, mais T'aurais c'est pu juste me pour dire, rester t'aurais cohérent pu avec me la règle dire, de base, tu vois. ouais, Mais ouais, c'est vrai que dans un souci de cohérence. Mais bah, après, c'est pas un engin de siège, donc je vois pas en quoi ça. non, mais par contre, ça peut être intéressant enfin voilà, pour le peu qu'on joue encore l'Ultime Alliance, ben, si t'as un Isildur en face, ben, si jamais tu choisis ton bord de table et que tu y déploies ton général, bon, bah peut-être qu'il va réfléchir à deux fois avant de poser Isildur avec l'anneau sur ce bord de Mais, table-là, tu vois. là, typiquement, je regardais une liste avec la catapulte tête coupée, et je me disais, cool, là, il donne -1, tu vois, Mhm. à distance, sans que j'ai besoin de me foutre Ouais. Harbinger avec mon Nazgûl. Et ben là, sur Reconnaître, t'es là, ah, mais en fait, le -1 sur les mecs, ben, je l'aurai pas. Non. Parce que le temps qu'ils arrivent, Ah oui, non, là, clairement, il sera au clairement. milieu de la table. Et en Malestrom aussi, idem, je ne peux pas l'avoir, quoi. Tout à fait. Parce qu'il est à côté de ma catapulte. Mhm. Non, non, ça se Et synergise pas. je trouve pas ça hyper fluff parce que, enfin, l'œil, on le voit surtout sur les ennemis. Enfin, je vois pas pourquoi il se baladerait comme ça dans la pampa, tu vois. Non, non, je suis d'accord. Après, je trouve que Enfin, je sais la pas. règle est sympa, mais d'un autre La côté, règle est fluff, elle est fun, c'est dommage mais de là, la rendre useless dans quelques scénarios, je trouve. ouais, et même au-delà de ça, enfin, honnêtement, comme je t'ai dit, moi, je crois qu'elle m'a presque jamais servi. Même quand je pouvais la déployer à 24 pouces, enfin, voilà, c'est une bannière en plus. Enfin, ça dépend, quoi. Mais voilà, au moins comme ça, le ruling, il est clair sur la manière dont on doit le jouer, parce que c'est vrai qu'il y avait un peu un vide par rapport à ça, ce qui était dommage. Mais voilà. On passe aux errata. Donc Ouais, là, si tu peux m'aider, mais Tom Bombadil, ils ont adapté un de ses pouvoirs, une de ses chansons, qui fait qu'un modèle ne peut être affecté qu'une seule fois par tour par cette chanson. Alors je sais pas c'est quoi c'est la ça chanson de mouvement. de mouvement. Oui, pareil. Je savais pas Ouais. pourquoi il aurait pu faire deux fois sur le même tour ce Euh, sort-là. Parce que c'était pas mis qui pouvait pas. Ok. C'était un peu farfetch, mais techniquement ça me paraît logique. Ouais. Si Voilà. tu le fais une Et fois, donc techniquement, ouais, ok.
Ouais, voilà. Le plan, c'était, je dis qu'il fait sa chanson plein de fois avec tout ma volo, Et il sort. et t'additionnais les pouces, tu vois. Donc, tu faisais plus 3, plus 3, plus 3, et ça donnait des bêtises, genre, tu sortais tes armes reconnaître, quoi. D'accord, ok. Et donc, potentiellement, ça rendait la liste complètement aberrante si tu savais les scénarios que tu allais jouer, quoi. Tout ce qui était prendre des reliques, sortir de la table, tu savais vraiment faire, genre, je sais pas moi, 24 pouces en un tour, quoi, avec tes elfes. Ok, intéressant. Bon, Voilà. du coup, c'est un nerf. Du coup, c'est un gros nerf, en fait. Ouais. Ouais, après, c'était Du coup, on peut-être. imagine qu'on C'était joue une les faille, 3 quoi. meilleurs scénars pour la liste. C'est un gros nerf, quoi. Ouais. Et c'était une faille. Mais donc, la liste, là, perd un peu son aspect compétitif qu'elle avait pour ce scénario-là, puisque les filles ne bougeront pas toute la table, quoi. Yes, en parlant de nerf, on a le second gros nerf qui touche une grosse bébête. On passe au dragon cracheur de feu, qui prend donc un nerf sur son souffle enflammé. Ça ne concerne pas la touche de base, donc on doit la traiter comme un tir à l'arc, avec une portée de 12 pouces. La cible, une fois touchée, subit une touche de force 10, et si elle subit une blessure, elle est automatiquement tuée. Donc la modification ne concerne pas ce premier shot, mais plutôt les cibles qui étaient à 2 pouces en fait, qui subissaient elles aussi le même tarif finalement, donc une touche de force 10 et étaient tuées instantanément si elles ne pouvaient pas, si elles prenaient une blessure. Et ça a été modifié. Maintenant ils sont enflammés, donc c'est Blaze. Et là par contre c'est une touche de force 5 à la fin de chaque tour, sauf s'il se met par terre. Et donc, du coup, il n'est plus automatiquement tué. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce beau nerf? Alors, il y a plusieurs aspects à ce nerf qui impactent quand même les interactions avec le feu. La première, c'est que si le feu ne touche pas la cible qu'on voulait, c'est-à-dire un gros héros, un gros monstre, eh bien, on perd toute chance de one-shot le héros ou le monstre en question. Donc, admettons qu'il y a un guerrier devant LSR, et bien avant on touchait le guerrier, LSR pouvait se faire one-shot quand même. Et là, non, en fait, LSR il prendra touche de force 5 à la fin du tour. Et donc là, il y a quand même une grosse différence. Et ça rend le screening des héros, alors ça ne servait à rien avant, maintenant tu peux screen, c'est du 4+, mais si tu mets maintenant 2 mecs devant la tête du dragon est assez basse sur le socle. Donc, sur la figurine officielle pour ceux qui jouent des proxys et qui nous écoutent. Si tu mets maintenant 2 guerriers devant Aragorn, tu as 75% de chance que Aragorn en fait il se prenne que 7 blesses. Et ça c'est très problématique parce que tu as un nombre de tours limité avant qu'il te tombe dessus. Et si tu le gères pas ou si tu le retires pas à ses destins, il va te souiller ton dragon. Donc ça c'est le premier côté nerf de la règle. Puis on peut clairement s'imaginer que tu vas plus te faire vaporiser, parce que avant tu te faisais littéralement vaporiser, quoi. C'est-à-dire que tous tes gars, Ouais. si tu jouais normalement et que tu t'amusais pas à compter les 2 pouces entre chaque figurine, etc., logiquement tu te faisais vraiment vaporiser parce que tu te faisais tuer tout le monde sur du 3+, et c'était instant kill pour tout le monde. Tu rates tes destins, c'est terminado. Ici, tu vas jouer, quoi. Tu vas être blessé sur du 5+, tu vas être blessé sur du 4+, à tous les tours. Mais tant qu'elle meurt pas, la figue, elle est là, quoi. Donc, et en plus, Ouais. c'est les héros, pour les héros, c'est aussi beaucoup plus chill, parce que tu te dis, ok, si je prends un wound, c'est bon, je perds quand même pas ma figue, elle est pas morte, quoi. Bon, évidemment, pour les Nazgûl, ça compte pas, mais je trouve que c'est quand même un bon nerf, parce que tu vas quand même réfléchir maintenant, te dire, est-ce que je prends 30 figues avec 2 dragons qui crachent du feu et qui vont juste tuer un mec pour sûr à chaque tour, ça fait réfléchir quand même. Ouais, clairement, parce que surtout contre la haute défense, la défense, à partir de la défense 6, c'est du 5+ pour blesser, avec le set Blaze, et donc même sur 2 tours de set Blaze, c'est quand même moins fort que le 3+ d'avant.
Et donc ça veut dire que l'adversaire a toujours l'option de passer le tour d'après au coucher et d'enlever le Set Ablaze. Donc ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que voilà, ça garde les fixes sur la table. Dans un duel de tir, admettons qu'il y a un duel de tir, c'est compliqué aussi parce que les figurines tirent toujours sur le dragon. Elles meurent potentiellement qu'en fin de tour, donc elles vont aussi tirer sur le dragon. Et la deuxième chose qui est aussi compliquée, c'est que avant, on pouvait la technique de mettre des gobelins en quinconce devant ton dragon, de laisser la phalange closer tes gobelins. Donc on peut imaginer un gobelin contre 2 guerriers Minas Tirith ou je ne sais quoi sur 4-5 flics. Et le dragon tirait dans le premier guerrier de Minas Tirith ou le premier gobelin pour essayer de tuer 10 flics adverses et 5 gobelins. Et là, le problème qui va se passer, c'est que avant, on pouvait parfois espérer perdre la même proportion de gobelins et de guerriers adverses, et donc de tuer plus de flics adverses qu'on en perd nous. Et maintenant, le problème, c'est que les touches se font après les combats, et donc en fait, on ne sauve pas les gobelins du combat. Donc, est-ce que dans ces 5 gobelins, il y en a beaucoup qui vont survivre au combat, et puis derrière, ils doivent survivre au feu. Les gobelins sont défense 5, donc c'est sur du 4+. Potentiellement, on veut les utiliser pour bloquer, donc on va pas se coucher. Donc eux, potentiellement, vont par contre mourir aux flammes. Donc en fait, quand on fera le feu maintenant sur les gobelins, on est sûr de perdre le maximum, quoi. Et ça ne bloque pas non plus les combats héroïques. Si tu tires sur Aragorn en combat avec un gobelin en disant au pire je tue mon gobelin, il peut faire un combat héros, quoi. Après oui, voilà, il doit avoir envie d'aller dans le dragon, mais imaginons Glorfindel, il va pouvoir combat héros aller chercher le dragon, s'il a envie. Parce que de nouveau les touches s'appliquent en fin de tour. Etc. quoi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de combat héros, je sais pas si tu en as parlé, mais c'était Tordek qui avait glissé l'idée. Mais si jamais Aragorn fait un combat héros gratuit pour se mettre à terre, et puis tour suivant, il fait un élan pour se relever, pour redémarrer, en fait, il peut de cette manière un peu éviter le set place, non? Si tu te couches après le combat héroïque. À part sur les héros à 2 PV, 1 destin, c'est inutile de compter faire ça, surtout contre le dragon. Il fait des pompes, quoi. Tu vois, il essaie de passer force. Le fait de se coucher coûte la moitié du mouvement, mais il y a un truc avec les distances. Ça coûte énormément de mouvement de faire un par terre. Je me demande si c'est pas genre un tour et demi de ce que ça coûte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Pour faire le 1 du crawl, quoi. Je peux vérifier maintenant. Mais parce que j'avais déjà eu le cas pour avoir joué Balrog et fait sa règle spéciale qui met en feu. Et donc parfois c'est beaucoup plus. C'est mieux de dire ok, je suis Set Ablaze et de jouer ta game que de commencer à rien faire pendant 1 ou 2 tours, quoi. Parce qu'en fait, à partir du moment où c'était devant les dragons et devant les gobelins, est-ce que ça sert vraiment? Autant ignorer. Au pire, t'envoies les flics qui sont Set Ablaze dans le dragon, tu vois. Tu cliques, ton mec qui est Set Ablaze, le dragon, et au final, il va quand même mourir. Donc en fait, là, c'est comme si tu sauvais des gars. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Tu utilises les ressources que tu as en sachant que de toute façon, potentiellement, ils sont ouais, voilà, exactement. Exactement. Et donc au final, là, imaginons par rapport à une partie normale où ces mecs seraient morts au feu, il y a quand même un gros différentiel parce qu'ils meurent pas et potentiellement s'ils seraient morts, non, ils meurent au cas contre le dragon en le bloquant. Donc au final, tu sauves la moitié de tes gars ou presque. Clairement. Si t'as la D6, c'est vraiment un gros nerf. Hein. Bon, du coup, on peut clairement dire que. Après, les dragons sont quand même très forts. Hein. C'est des bons combattants en plus, hein, quand même, ça faut leur laisser. Mais voilà, les dragons, ils ont combat 8 et ils ont 4 attaques et ils ont 1 million de PV. Il y a des listes qui, feu pas feu, ne savent pas les gérer. Je pense que ça va rendre leur match-up difficile encore plus difficile. Je pensais notamment au Crébin.
Avant, c'était relativement ok de gérer le Crébin en envoyant une boule de feu sur un Dunland et tu tues le Crébin avec l'air d'effet. Parce que tu peux pas viser le Crébin parce que c'est du 6. Enfin, c'est très peu rentable. Et maintenant, en fait, tu vas faire ça et le Crébin va juste se prendre une touche. Et en fait, tu vas pas du tout pouvoir gérer les Crébins au tir. Ce qui est assez chiant parce qu'ils vont aller bolosser tes gobelins cachés dans les décors ou sur les objets. Donc voilà, donc les match-ups à Crébin sont plus compliqués, les match-ups avec des héros qui peuvent se cacher dans la masse sont plus compliqués, les match-ups contre plein de monstres sont plus compliqués. Voilà, si tu joues contre des aigles, bon, si tu joues double dragon, c'est un match-up correct, hein, mais admettons que t'es qu'un dragon et tu joues contre les aigles, bah là tu vas en tuer qu'un par phase de tir. Mais des phases de tir, t'en auras qu'une. Donc c'est plus du tout la même, quoi. Etc. etc. Ouais, clairement. Mais donc, du coup, ce que je voulais dire pour conclure sur cela, sur le 16 Errata, c'est que concrètement, on peut dire que le double dragon a pris un beaucoup plus gros nerf que le Balrog au final, quoi. Le Balrog, il reste, je pense, jouable. Le dragon, là, c'est quand même plus compliqué, quoi. C'était quand même le double Ah, moi dragon, je c'était. suis pas d'accord, perso. Tu trouves que le double dragon, il s'en sort mieux que le Balrog? Je pense que... Comment expliquer ça? Je pense que... Ouais, le double dragon s'en sort mieux que le Balrog. Ouais. Je pense, ouais. Mais pour toi, donc le nerf du tambour, c'est plus important que le fait d'avoir nerf le souffle de feu, alors. Bah, si j'imagine que, admettons que tu joues un tournoi, un tournoi de jour 6 games, et que tu prends le Balrog et le nouveau Balrog, le nouveau dragon, je serais beaucoup plus à l'aise avec le nouveau dragon que le nouveau Balrog. Pour moi, le Balrog, ça fait vraiment mettre fort, quoi. Ouais, je pense. À voir. Je pense qu'on verra de toute façon dans la méta comment ça va se traduire, hein. Parce que le Balrog c'était comme une armée qui était quand même assez présente, le dragon aussi, donc je pense qu'on verra vite de toute façon s'ils disparaissent ou pas. Après, est-ce que ça ouvrira la porte à d'autres armées? Je l'espère. Parce que tout le monde ne va pas se mettre à jouer Ugluk et White End. Non, clairement. Voilà, il y a peut-être Angmar ou ce genre de choses qui pourraient peut-être revenir à la place, mais on verra. S'il y a un truc que je peux ajouter, là je te rejoins, c'est par contre le dragon solo, là je suis d'accord avec toi, tu vois. Le dragon solo, en fait le feu est plus que c'était, ça c'est clair, mais c'était pas la composante principale du double dragon, même si c'était très important, mais par contre le dragon solo qui fait les flammes derrière les gobelins, là ouais ça a pris un énorme coup dans la gueule, quoi. Le dragon feu défensif derrière les gobelins, là c'est plus du tout la même, quoi. Là je pense que la liste est bien fait. Mais le fait d'avoir deux dragons sur la table de par leur stats, eh ben tu t'en sors mieux que le Balrog sans bannière, quoi. Voilà. Mais après, oui, Ça peut éclairer. le dragon simple, c'est vrai que moi je préférais en Moria les listes avec Druzag et le Kevdrik par exemple, plutôt que la liste avec un seul dragon, gobelin. Mais à voir les variantes qui seront jouées, hein. Mais c'est vrai que de toute façon, jouer un seul dragon, bon, bah, c'était moins performant que le double dragon aussi, parce que pour le peu que tu as un seul mage en face, bah, ça t'incapacité quand même assez fortement, quoi. Donc voilà. On passe à la suite, le match play guide. Yes. Du coup, par rapport aux explications qui ont été données, il y avait en fait des points concernant les points de victoire qu'on peut obtenir si on tue la figurine la plus chère en dehors du général, par exemple.
Mais là, la question c'était si jamais c'est une figurine composée de plusieurs figurines, donc typiquement comme les deux orques et le troll des neiges. Et ce qu'ils ont décidé, c'est que il faut tuer en fait les 3 figurines pour pouvoir avoir les points. Donc dans l'exemple, il faut tuer le troll des neiges et pas le troll des neiges, je pense, c'est juste Shankenroth alors. Donc du coup, il faut ah non, Là, ouais si et le troll des neiges. Ouais si, il faut tuer aussi le troll des neiges. mais ouais. Mais Ouais. et quid des blesses? Bah je pense que On en blesse qu'un alors. bah je pense que dès que t'as mis un PEV, Ouais, ok, c'est que ouais. tu l'as. Ouais, c'est intéressant. Donc voilà, Ouais, ça me il y a, paraît. il y a qui d'autre comme ça? Bah, il y a le champion du roi alors en fait, qui compte comme ça Le aussi. champion du roi, ouais, exactement. Et qu'est-ce qui se passe si t'as plein de modèles qui ont le même prix? Ils ont rien décidé, donc enfin il y a pas de, Ah, ils ont rien mis, donc de cool. ce que j'ai compris au niveau de la fac française, enfin de la convention française, c'est que tu dois faire une main neutre pour savoir qui va décider. Donc par exemple Ah oui, si t'as 3 capitaines orques, ok. bah, tu lances un Tu lances dé, un dé, main ok, neutre. oui. Si tu gagnes, tu choisis Ouais. lequel de tes capitaines orques est le plus cher. Et si tu perds, bon, c'est l'adversaire qui va choisir lequel des équipiers orques est le plus cher. Et je pense que c'est en début de game. Ouais, Ouais, c'est un bon ruling, hein, ça me ouais, choque pas du tout. tout à fait, c'est honnête. Il y a eu aussi du coup, une réponse par rapport au scénario reconnaissance. Où en fait, bon, ça a l'air. Je trouve que la question, quand même, bon, elle a le mérite d'être posée, mais Ouais, c'était un peu. qui le joue comme ça, quoi. Franchement, Ouais, en bon, vrai, du coup, quand tu es dominant, si tu es un héros dominant 3 par exemple, et que tu sors de la table, eh bien, on compte que tu comptes pour 3 modèles, donc tu comptes pour 3. Et ici, il répond à la question de savoir, il compte pour combien de héros sortis. Bah, évidemment, il ne compte que pour un seul héros sorti, même si c'est un héros dominant 3. Il compte bien pour 3 modèles, faut être mais il compte quand un même que abruti, pour un hein. seul héros. Ouais, je pense que la personne qui a posé ça, Allez, en tout quoi. cas, s'il a dû le jouer comme ça doit être quand même vraiment très très déloyal, je vais dire. Parce que C'est allez, comme franchement, si tu ouais. jouais un truc, un scénario d'assassinat et tu tues un héros monstre et tu dis en fait là j'ai tué que 4 héros. 4 héros quoi en Ouais, fait, tu voilà. vois. Et là le mec il dit ah non ça ne compte que pour un, tu vois. C'est dommage, parce que ça prouve quand même que tu as des joueurs qui ont tenté des trucs un peu sales, mais bon, voilà, Ah ouais, ça c'est ils le sont jeu. tentés quoi. Dans Contest of Champions, euh, oui, là c'était la question de savoir si jamais on choisit comme héros un champion qui peut arriver plus tard, donc typiquement Burdur, qui peut arriver plus tard dans la partie, bien là en fait concrètement il faut le déployer sans prendre en compte les règles qui disent qu'il arrive plus tard. Donc typiquement si tu prends le Watcher, bah, tu dois mettre le Watcher au milieu de la table sur Contest of Champions, quoi, concrètement. Donc tu dois pas utiliser Ouais ça, c'est bien. ce qui est logique je pense, hein. C'est Mais bon. logique hein, c'est logique, hein. Ouais. Et alors là maintenant il Ouais. y a des différences, enfin il y a eu des modifications. C'est sur le scénario Escort de Wounded. Donc je sais pas exactement quelle a été l'ancienne version, mais là concrètement ce qui est indiqué c'est que tu marques 2 points de victoire quand tu es dans le camp adverse et que tu es en contact avec les- le token et qu'il n'y a pas d'adversaire en contact du coup. Et à ce moment-là, tu marques 2 points et tu marques 4 points si jamais tu as réussi à le sortir. Et alors par contre, le changement qui est intéressant, c'est que maintenant tu dois terminer ton tour entièrement dans le sanctuaire pour, euh, pour en fait que le token soit retiré et compte comme ayant été secouru. Il me semble qu'avant, le simple int n'était pas précisé, donc tu pouvais faire un peu un touchdown. Donc tu rentrais dans le sanctuaire et puis tu pouvais ressortir dans la même phase de mouvement. Et ça comptait comme si tu avais fait enfin, que tu avais réussi à secourir le blessé. Donc là, maintenant, c'est clair, tu dois vraiment arrêter un tour complet dans le sanctuaire pour que ça compte comme secouru. Et donc, pour Ah, avoir les 4 points. ouais. Avant le premier bullet il disait tu marques 2 points de victoire pour chaque allié blessé qui est porté par un modèle allié. D'accord. Et maintenant c'est plus porté, c'est en contact. Ouais, Donc en fait, dans la partie, dans le bord de table adverse, hein. Tu dois ouais, être de l'autre ouais, côté, voilà, donc pas exactement. chez toi, quoi. Donc c'est plus difficile de deny en tuant les porteurs puisque tu peux mettre des figures au contact des blessés
Et voilà, et les points sont gagnés. Donc tu peux, voilà, c'est compliqué maintenant de faire des choses en chipotant avec les porteurs. Donc ouais, ça c'est pas mal. C'est un scénario compliqué, donc c'est pas mal qu'il soit un peu plus straightforward au niveau des interactions, quoi. Ouais, surtout je trouve, enfin, pour le troisième paragraphe, enfin la troisième phrase, où maintenant tu dois t'arrêter Oui, oui, complètement, parce que clairement. vu qu'il y avait un vide par rapport à ça, que c'était pas clair, bah, la technique du touchdown, c'était un peu, c'était pas naturel en fait. Tu sentais qu'il y avait un truc qui était bizarre, le fait de pouvoir cliquer, enfin, toucher la ligne et puis repartir, c'était un peu space, mais bon, voilà. Oui, clairement, clairement. Non, Euh, c'est bien ça. Non, c'est bien. alors, pour les règles, donc la fac sur le livre de règles. Donc, la première question, c'était concernant les Mekwe. Est-ce qu'on pouvait Mekwe dans une zone de contrôle? Bah oui. Et je pense qu'on l'a toujours joué comme ça, hein. De toute façon, Ouais, continue ça me comme tu rappelle un veux. peu le truc du deux lances peuvent pas supporter une figue, tu vois. Ouais. Bon. Bah donc, enfin voilà. Ensuite, on avait. Ouais, c'est vrai que c'était un peu. C'est vrai je vois, je vois de quoi tu parles. Ensuite, c'est le fait de savoir si jamais tu fais un combat héroïque, est-ce que après tu peux dismount, sauter, ramper, faire un test de natation, prendre un objet, enfin voilà. Oui, donc tu peux te déplacer normalement et te faire interagir normalement après ton combat héroïque. Donc si tu veux dismount après un combat héroïque ou te mettre à ramper, nager ou prendre un objet, tu peux. Il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce que tu veux continuer éventuellement sur les monstres, la suite? Ouais. La prochaine, c'est si un monstre gagne un duel en étant couché, eh bien, est-ce qu'il peut utiliser une brutale power attack? Et non, il ne peut pas. Et ça vient du fait que souvent les règles mentionnent le fait que de la figurine ne peut pas faire de strike. Quand elle est partie. Et il y a pas mal de gens qui pensent qu'une brutale power attack n'est pas une strike. Mais dans la règle, il est quand même marqué à la place de faire ses strikes. Donc voilà, bon, sont toutes logiques, mais voilà. Peut-être que ça va influencer aussi les rulings sur si un monstre est transfixe ou X ou Y et s'il peut quand même faire une brutale power attack. Eh bien, non. Voilà. La suivante, c'est si un chariot est blessé par une attaque qui one-shot. Ah oui, est-ce que le héros sur le chariot est tué au one-shot? Et non. Après, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les chariots, donc je ne saurais pas dire dans quel cas ça interagissait. Je ne sais pas toi si tu peux Ben, me je renseigner. pense que c'est dans le cadre de Radagast ou en tout cas du char Iron Hill par exemple. Mais bon, on va pas se mentir, je pense que les chars les plus joués, ça reste les chars de Kand. Mais donc du coup, si tu te prenais une catapulte ou quelque chose comme ça, comme tu considères la figurine entière, bah en fait, donc du coup, le héros apparemment n'est pas tué. Il faut lire le paragraphe suivant en page 101 pour voir comment il est affecté. Donc apparemment la règle était déjà définie dans la règle de base, mais donc non, le héros qui est sur un char n'est pas immédiatement tué par un engin de siège. Voilà. Ou alors par l'épée Dead Drain Soul. Donc, euh, donc voilà, ça clarifie pour les gens qui jouent les chariots, donc sans doute pour les joueurs de Kand plutôt. On continue avec le Shield Wall. Donc Ouais, la règle là, elle me semble dans la logique du Shield Wall, hein, qui est que maintenant le Shield Wall, on considère le bonus avant tout combat, strike, etc. Donc si jamais tu es chargé par un cavalier et que tu es jeté à terre, bah, on considère que tu avais quand même le Shield Wall euh, avant de perdre le combat et de te retrouver par terre. Donc même quand tu seras par terre, tu auras quand même ton bonus de plus 1. C'est peut-être bizarre, je l'ai toujours mais joué comme ça. c'est cohérent avec la règle qui est que maintenant tu as le plus 1 C'est au avant début. Bakoé, c'est marqué dans la Ouais, règle, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, Donc c'est voilà. voilà. Y C'est a pas de avant débat. toutes les interactions d'après combat, quoi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ouais, ouais. Moi, j'ai jamais joué l'inverse. Bah non, mais ça me semble logique au moment où il le précise, mais après je peux comprendre que des fois les gens peuvent avoir des débats parce que parfois les gens interprètent par rapport à la réalité et se disent mais si mon cavalier il a chargé ton gars et ton gars il est projeté à terre, tu n'es plus en shield wall. Mais donc oui, mais il faut le voir comme un jeu, une simulation arcade de Oui, figurines oui, oui. et pas comme une augmentation Ouais. réelle. Euh,
Mais d'ailleurs, ce point, c'est pour ça que parfois on a des interprétations de règles où on se fait des nœuds au cerveau, mais c'est à cause de justement de certaines personnes qui essayent d'imaginer ça dans des situations réelles, et tu te retrouves à interpréter des règles dans des situations assez dingues. Mais passons. Le fait de porter des objets lourds avec deux figurines, typiquement dans Escorter les blessés, euh, quid si jamais tu dois faire un jump, nager ou grimper, ce genre de choses. Et ici, ils disent que pour cela, il faut euh, regarder, c'est ça, la position de. In the relevant position. Ouais, tu mets les deux Ouais. flics à l'espace requis, et puis tu lances un dé pour les deux, et c'est un super. Ça, par exemple, c'est un super bon. Ouais. Une super bonne correction parce que ça simplifie vraiment le truc, Ouais, quoi. tu lances un seul Au dé lieu de pour les deux, c'est chipoter, quand même lancer bien, quoi. deux, Tout à fait. voilà, un qui rate, un qui réussit, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, les deux ratent, les deux réussissent. S'ils nagent, les deux se noient ensemble, tu vois. Ouais, Ils sont ouais, là, non, tu peux pas te noyer tout seul, je me noie avec toi. ouais. Voilà, c'est cool, tu vois. Mais ça devient un peu une seule et même figurine, Ouais. en fait. C'est comme s'il Moi, devenait dès que une je seule pense figurine. à un objet lourd, je pense à la bombe Urukai, tu vois. Et ça me rappelle des chouettes souvenirs de V6. Donc voilà, ça fait plaisir qu'ils soient unis dans la vie comme dans la mort. Non, mais ça, c'est clairement un truc qui va simplifier la vie sur ben ouais, Escort de Wounded, quoi. Ouais, clairement, clairement. Je crois que c'est vraiment le seul scénario où vraiment ça va, tu vas avoir un impact parce que je crois pas que tu te déplaces beaucoup de trucs, à part peut-être le drum, mais et encore, le drum des gobelins. Et alors, enfin, une dernière règle, un errata, et là c'est encore un nerf pour les monstres, c'est le barge. Donc, si je dis pas de bêtises, avant tu devais, donc quand tu fais un barge, donc tu fais un refoulé, ton monstre va déplacer de 3 pouces une figurine. Donc c'est le monstre, le joueur du monstre qui choisit dans quel côté il va déplacer la figurine qui est en contact avec lui ou les figurines de 3 pouces. Et pour cela, il peut faire make way, donc il peut faire de la place avec d'autres figurines sur le chemin des 3 pouces de la figurine qui est repoussée. Et il pouvait donc faire make way, mais pas de 1 pouce, mais de 3 pouces. Ce qui fait qu'en fait, typiquement, un monstre pouvait faire du billard en envoyant le mec de la deuxième ligne à 3 pouces à gauche et envoyer le mec en contact à 3 pouces centre droit. Et du coup, ça te permettait d'éclater complètement la phalange adverse pour le peu que tu avais deux monstres, même avec un seul et beaucoup de personnes en contact. Et donc là, ce qu'ils ont changé, c'est que tu dois toujours reculer de 3 pouces. Par contre, la figurine qui make way, au lieu de devoir faire 3 pouces, elle va se déplacer de jusqu'à un maximum de 3 pouces. Et donc dans ce cadre-là, si jamais un pouce suffisait pour laisser passer la figurine qui a été barge de 3 pouces, eh ben, tu dois le bouger que de 1 pouce. Est-ce que j'ai bon, Alexis? Oui, tout à fait. Tu vois que tes leçons de barge ont été très, Ouais, l'académie. très bonnes à l'Académie du barge. Oui, voilà, le changement de la règle, c'est au lieu de faire 2-3 pouces tout le temps pour la seconde ligne, c'est jusqu'à 3 pouces, mais le minimum possible. Et donc ça enlève une grosse partie des gotcha moments où par exemple tu lançais le guerrier au contact sur un héros et le héros tu le rebougeais de 3 pouces vers toi pour le charger ensuite, ou etc., etc. Ici ce sera le minimum et donc ça va vraiment limiter les abus du barge. Bah, ça peut clairement, Donc ça c'est très plaisant. ouais, ça peut clairement être un millimètre en fait, hein. Si le socle Oui, passe tout à fait. Mais, il y a 1 millimètre, bah, tu bouges la figurine de 1 millimètre et lui ouais, continue son barrage de 3. Donc, et c'était frustrant avant parce que ouais, le millimètre était utilisé pour faire bouger l'autre figurine de 3. ouais. Avant, c'était clairement tu bougeais et tu disais ah mais en fait je passe 1 millimètre sur le socle de ta figue là et donc elle va aussi bouger de 3, tu vois, ça n'avait pas vraiment de sens. Non, c'était quand même assez frustrant comme règle, je pense, pour l'avoir subi. C'est quand même c'était un peu pénible en fait de devoir toute ta phalange éclater dans tous les sens et de devoir regarder tes personnages, tes figurines bouger de 3 pouces dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment incohérent. Et c'est vrai que ça n'allait pas vraiment dans la logique du make way, qui est tu dois faire un peu de place pour que l'autre puisse faire son déplacement. Là, c'était vraiment du billard. Donc, moi, je suis plutôt content de cette règle qui simplifie les choses et permettra de pouvoir gérer quand même
les monstres ou d'essayer de protéger tes héros sans devoir les encercler avec 3 rangs complets. Voilà, donc plutôt content moi personnellement de cette petite modification. Ça va dans le bon sens, je pense. Ça rattrape des erreurs qui ont été commises, je pense, au début de la V7. Et donc, Mais ça suit aussi une logique de la V7 de rendre les interactions moins compliquées, tu vois. mhm. Et que on passe pas 10 minutes à dire en fait ça c'est ok ou non ça c'est pas ok pour les règles X, Y. Donc voilà, moi je suis content vraiment, c'est un changement positif ça, qui s'inscrit dans la logique de cette nouvelle version et qui va aussi pouvoir limiter la force des monstres volants qui avait vraiment une zone d'action avec le barge où en fait tu dois mettre 3 figues devant ton héros et puis 3 figues derrière parce que comme il vole et qu'il peut passer au-dessus de toutes tes figues en bargeant, bah, il allait où il veut. Ici, ça va être un peu plus gérable, quoi. Yes, bah voilà, donc du coup c'est la fin de cette fac, hein. On a quand même parlé une bonne heure. Il y avait des choses à dire. Qu'est-ce que t'en penses, ouais, donc du coup, en conclusion, de manière Bah, générale? je pense que voilà, c'est une fac qui est qu'on attendait depuis longtemps hein, parce que la fac d'avant, je pense, il y avait eu très peu de changements de balancing ou de nerfs en tout cas. Ici, bah, voilà, c'est qui a eu c'est mérité. Bon, moi, je suis un peu triste pour Whiteline qui est quand même une armée assez oppressante dans cette méta, qui n'a pas été trop touchée. Enfin, les concepts les plus frustrants n'ont pas été trop touchés. Euh, et voilà, c'est dommage aussi de voir qu'il n'y a eu que Armée de Tror qui a été changée. Je pense qu'il y a quelques armées pas du tout jouées qui auraient pu bénéficier d'une seule ligne de texte pour les aider. Je pense notamment à quelques armées hobbits du mal, les armées du rang, etc. Qui bénéficient parfois. Par exemple, il y a pas mal d'armées du rang qui n'ont pas le plus en force en charge, tu vois. Ouais, tout à fait. Voilà, ça se résout d'une seule ligne de texte qui n'influe pas du tout le profit des figurines. Voilà, ici c'est un peu dommage. Mais voilà, si ça se fait petit à petit, c'est bien. Donc voilà, je pense que c'est clairement pas une mauvaise fac. Après, voilà, c'est pas, il faut pas non plus sauter de joie en disant tout est fini. La méta va pas absolument changer à part le Balrog qui dégage. Et le dragon, mais qui avait pas vraiment eu le temps de faire une place dans la méta. Enfin, il était apparu, mais il n'avait pas pris vraiment une position de parce que le fait les gens n'avaient pas forcément les figurines. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses toi. Non, bah, pareil, hein. Moi je suis assez content, dans le sens où ça va dans le bon sens. Au moment où on essaie de faire de l'équilibrage qui est pas débile. Il y avait des règles qui étaient débiles, notamment donc selon moi le dragon, Balrog, voilà. Et le fait qu'il corrige ça, c'est bien. Le fait qu'il corrige Tror, bah, c'est la preuve que ils se rendent compte aussi que parfois il y a des armées qui sont bah, en très grosse difficulté. Et donc du coup allez, je trouve ça encourageant parce qu'on s'était dit justement que vu que je crois que c'est le lead game designer, Jay, je sais que c'est son titre, mais donc la personne qui s'occupait à la base un peu des règles, avait quitté un peu le navire, on se posait des questions à savoir est-ce que le jeu allait quand même être suivi. Bah, je trouve que c'est quand même rassurant de voir qu'il y a vraiment, il n'y a pas que des questions-réponses, il y a eu aussi vraiment des prises de décision par rapport à des règles qui je trouve pourrissaient un peu le jeu, notamment le barge. Donc voilà. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que le jeu sera quand même, enfin qu'ils vont continuer à le suivre de cette manière avec un balancing, avec d'autres armées pour les remettre un peu dans l'eau, ce qui serait parfait. Et ce serait de pouvoir jouer le plus d'armées possible en compétitif, évidemment. Donc voilà. Donc pour moi, ça, comme tu le dis, c'est pas suffisant actuellement. On n'a par exemple pas parlé d'armées comme Ungluk. On ne sait pas qu'est-ce qui est réservé à des armées comme AOL. Donc c'est des armées qui sont en Legacy, donc ils ont dit qu'ils ne les toucheraient pas. Pourtant, c'est des armées qui sont, et on le verra dans la prochaine vidéo sur les Legacy du mal, qui sont extrêmement fortes, qui ont des règles un peu débiles, mais donc si on suit leur logique, elle ne sera jamais touchée. Donc voilà, donc à voir la suite. Mais allez, moi je suis optimiste, je trouve que c'était une fac qui était positive. Voilà, un petit mot de la fin peut-être.
Oui, mais voilà, c'était toujours un plaisir de faire ces vidéos et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour les, 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 les légendes du mal. Mais voilà, ça me donne clairement envie de continuer à jouer à cette version. C'est intéressant de voir à la prochaine fac si elle est différente, parce qu'on peut aussi se dire que Jay a préparé celle-ci à l'avance. Ou est-ce qu'elle sera dans la lignée de celle-ci? Donc rendez-vous dans quoi? Dans 3 4 mois? Je sais plus. Ouais, Pour la nouvelle fac. c'est en août, logiquement. Donc, dans peut-être 6 mois, 5 mois, 6 mois, on verra. Ah ouais, Euh, 5 mois, 6 mois, voilà. yes. Ok, bah merci beaucoup, Alexis. Et bah, du coup, comme tu l'as dit, on s'entend assez vite. Merci à tous. Bonne soirée, au revoir.